Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, je vous présente ma rencontre avec la classe de M. Marc-André Perron qui prépare une pièce de théâtre qui s'intitulera La Fuite. Ensuite, j'ai rencontré Mme Sylvie Langevin et quelques membres de la Guilde artistique de Lac-Beauport. Et finalement, Mégane a rencontré une athlète qui se démarque énormément dans son sport à travers le monde. Bonne émission! Ça fait déjà plusieurs années que l'on vous présente des reportages réalisés avec la classe de Marc-André Perron, un enseignant qui se démarque par sa manière originale d'enseigner à ses élèves. Aujourd'hui, nous allons assister à une pratique de sa prochaine pièce de théâtre, La Fuite. Parle-nous un peu de La Fuite, ce que tu as composé cet été. La Fuite, c'est une nouvelle création qui aborde l'intimidation et la fugue. Ce sont des sujets qui sont vraiment abordés dans les médias ces temps-ci. Puis c'est quelque chose qui rejoint la réalité des élèves. Ce sont des jeunes élèves, des jeunes ados qui sont du passage entre la 6e année et le secondaire 1, qui vont vivre, qui vont apprendre à se découvrir, mais qui vont apprendre aussi à se rendre compte que leur comportement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au primaire avec certaines personnes ont eu des répercussions qui étaient peut-être un peu néfastes sur leur parcours. Puis c'est une belle prise de conscience que je fais vivre aux élèves. On aborde ce thème-là en éthique et culture religieuse tout au long de l'année. Puis les élèves sont sensibilisés par la portée du message. Puis c'est ce qu'on veut faire vivre aux spectateurs qui vont venir voir la production cette année. Comment tu gères ta classe, ton année scolaire? Parce que, veux pas, il y a des choses qui sont obligatoires à enseigner par le ministère. Le projet théâtre se vit sur une période d'à peu près 4 à 5 mois. Les élèves apprennent à apprendre leur texte, à développer des techniques de jeu relatives à l'art dramatique, l'expressivité, l'intonation, la diction. Donc, c'est tout du bagage qui est à voir par le programme en communication orale. Mais aussi, le texte devient un prétexte à l'apprentissage du français. Donc, on sert vraiment des répliques, les types de phrases. On voit vraiment tout le contenu grammatical à même ce texte-là. Donc, une période par jour est consacrée au théâtre à chaque journée, donc à peu près 4 à 5 fois par semaine, 4 à 5 heures. Puis, ils doivent prendre ce travail-là à la maison ou sur des périodes de TP qui sont offertes le midi avec un accompagnement que je leur propose. Puis, les élèves sont en train de développer l'autonomie, le sens du travail, la rigueur. Quand tu es en 4e année, tu espères tomber dans la classe de M. Marc-André. Comment tu prends ça? Bien, c'est flatteur. Je vous avouerai que tous les enseignants qui sont à Montagnac en 5e année aussi ont leur propre couleur, leur propre pédagogie. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du milieu. Moi, j'y crois vraiment au projet que je porte depuis quelques années. Puis, ça a vraiment un impact sur la gestion de classe, sur la cohésion de groupe aussi. On voit vraiment une belle proximité qui se crée entre les garçons et les filles. Je veux les marquer, puis je veux qu'eux autres aussi ressortent de l'année en disant « Hey, cette année, j'ai tout donné, puis je suis vraiment fier de moi ». Pour les costumes, c'est Janie qui est avec toi en fait depuis de nombreuses années parce qu'elle aime ça travailler avec toi. Pourquoi c'est important de créer cette chimie-là avec les gens qui collaborent à ta pièce? Bien, je crois beaucoup à la pédagogie communautaire, donc d'impliquer les différents partenaires. Puis une fois que les parents sont impliqués, puis tous ceux et celles du milieu le sont, aussi, bien, ça donne le goût aux élèves de s'impliquer. Quand on sent que tout le monde autour de nous travaille dans le même sens, bien, tous les efforts qu'ils mettent académiquement, qu'ils mettent pour leur propre personne même, ça permet de les développer. J'aime beaucoup le lien aussi qui est créé avec les parents d'une année, mais qui se poursuit à long terme. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre en charge justement notre méthode d'enseigner présentement puis de la rendre à un autre niveau pour peut-être impliquer davantage les élèves? Bien, je crois beaucoup à la pédagogie éclatée. C'est ce que je vis dans ma classe. Donc, je pense que c'est super bien d'avoir la pédagogie traditionnelle qui est là, la méthode, les rigueurs, la rigueur au travail, les méthodologies de travail. Ça j'y crois aussi beaucoup. Mais tout ce qui est le côté ludique, je pense qu'au niveau primaire, même secondaire, c'est quelque chose qui doit être poursuivi. Puis c'est ce qui permet aux élèves d'apprendre dans un contexte d'amusement, de voir que les notions peuvent avoir du sens dans le contexte réel aussi de la vie. Parce que lorsqu'on fait un projet théâtral comme ça, tout ce qu'ils apprennent est mis à profit. Bien, bravo Marc-André, puis c'est vraiment le fun de voir ces élèves passer année après année dans ta classe puis se développer d'une aussi belle façon. Bien, ça me fait super plaisir. Merci. On le sait, depuis quelques années, vous créez les costumes, mais c'est particulier pour La Fuite. Là, vous avez beaucoup de travail à faire. Oui, ce qui arrive, c'est que contrairement aux autres années où les costumes sont plus ludiques, je peux plus aller dans des trucs un peu plus flyés. Cette année, je devais respecter un principe qui était quelque chose de classique puis qui respectait les années que M. Marc-André voulait avoir, des costumes d'époque avec accent british. La grosse problématique, c'est qu'il n'existe aucun patron pour des jeunes de cet âge-là.
Vous avez été maman d'élèves de la classe de M. Marc-André, mais là, vos enfants sont un peu plus vieux. Pourquoi vous décidez de rester là? Est-ce que c'est la personnalité de Marc-André qui vous garde? Oui, parce que sinon, je le ferais pas pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un qui est attachant, qui a des belles idées, puis qu'au niveau du travail d'équipe, il a le fun. Puis il te laisse beaucoup de latitude. Du début jusqu'à la fin, comment vous procédez? Initialement, je prends les mesures, parce qu'ils n'ont jamais eu de mesures. Ils ne comprennent pas ça du tout. Suite à ça, je fais des toiles d'essayage. Puis comme j'expliquais, il n'y a pas de patron de veste. Vous avez vu les vestons, les costumes d'époque, ça n'existe pas en miniature. Il a fallu que je les refasse au complet en fonction des corps des jeunes personnes. Fait que j'écoute beaucoup la personne à qui je vais faire le costume, puis je lui demande s'il est à l'aise. Puis c'est vraiment un processus, c'est 3 à 4 rencontres par costume, souvent. Qu'est-ce que c'est comme engagement d'être chorégraphe pour une pièce alors que vous êtes enseignante au même moment? Est-ce que vous venez travailler dans la classe de Marc-André? En fait, ça permet à mes élèves d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe en 5e année. Donc, quand on a des choses à placer en grand groupe, c'est sûr que c'est moins évident d'avoir des périodes libres ensemble. Donc, à ce moment-là, je monte avec mes élèves dans la classe, ils regardent le spectacle, puis ça me permet de rectifier certaines choses dans les chorégraphies. Est-ce que Marc-André t'a approché avec le concept il y a de ça quelques mois? Comment t'as tout élaboré? En fait, quand il a commencé à écrire sa nouvelle pièce l'été passé, il m'a parlé un petit peu vers quoi il s'en allait. Puis, dès l'automne, on a commencé à faire des recherches au niveau de la musique. Quand les musiques ont été trouvées et l'endroit précis où il voulait les placer dans la pièce, mais à ce moment-là, on a brodé des chorégraphies au travers de la pièce pour que ça garde quand même le même sens qu'il voulait transmettre. C'est un gars qui se fait intimider qui s'appelle Léo, puis il feuille parce qu'il y a 12 amis, puis ses amis, ils n'arrêtent pas de l'intimider, genre, comme c'est à chaque jour. Qu'est-ce que tu apprends concrètement puis qui t'aide à t'améliorer en tant qu'élève? Toutes les scènes d'intimidation, je comprends, genre, les intimidations, c'est quoi l'histoire d'intimidation, puis tout ça. Quand je suis allée chez Janie, il y avait plein de choses, puis elle était en train de coudre, puis elle devait tout le temps réessayer, enlever des choses, fait que c'est long, là. Comment tu trouves ton costume? Ça doit être la première fois que tu portes une robe comme celle-ci? Ouais, je le trouve vraiment beau. Je suis vraiment surprise par la couturière. Je suis vraiment contente. Victoria, tu portes un beau costume d'époque avec ton petit chapeau, ton filet. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je trouve ça vraiment beau. Je suis impressionnée par le chapeau parce que c'est la première fois que je le vois. C'est aussi le travail d'équipe, là, parce qu'on travaille vraiment beaucoup en équipe. Puis aussi le TP à la maison, là. Moi, je trouve que c'est quand même dur, là. On fait du TP, fait que tous les travaux qu'on fait pas en classe, on les fait à la maison. C'est beaucoup plus motivant parce que à l'école, on s'amuse beaucoup, fait que c'est le fun. Merci d'avoir écouté notre reportage. Nous avons bien hâte de vous présenter notre pièce La Fuite. Notre pièce de théâtre se déroulera le 4 avril à 19h à la Gora des Sentiers. C'est toujours agréable de rencontrer les élèves de la classe de M. Marc-André Perron puisqu'ils font preuve d'un beau dynamisme et d'une belle cohésion. Pour ce reportage, nous sommes au Club nautique de Lac-Beauport pour rencontrer 3 membres de la Guilde artistique de l'endroit. Pour l'occasion, nous allons parler avec la présidente, Mme Sylvie Langevin, qui nous fera part de comment se déroulent les ateliers libres, mais aussi de ses préoccupations pour l'avenir de la Guilde artistique. J'aimerais qu'on parle un peu de la Guilde artistique. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, l'objectif, c'est de faire connaître nos artistes de Lac-Beauport, mais maintenant aussi de toute la MRC, la Jacques-Cartier, de montrer que local, on a des belles choses qu'on fait. Moi, c'est toujours, achetons local, hein? Puis découvrons nos beaux artistes, nos bons artistes d'ici. Il y en a beaucoup et de différents styles pour plaire à tous. Aujourd'hui, on est dans un atelier où il y a 10 chevalets qui sont disponibles pour des artistes qui aimeraient venir peindre avec d'autres artistes. Oui, effectivement, là, il y a quelques personnes. Il y en a d'autres qui vont se joindre ici un petit peu plus tard. Mais vous savez, depuis 2004, il y a une partie des membres qui sont rendus à 70 et 80
et ne participent plus comme c'était dans le passé. Alors, il y a de la place pour des nouveaux. Les nouveaux arrivants à Lac-Beauport ou dans la MRC, bien, vous savez, ici, on a un local qui est extraordinaire. On a une ambiance qui est relaxante, on a beaucoup de lumière, on a de l'espace. On arrive actuellement à 11 h le matin, on prend notre petit dîner ensemble. Ça nous permet de parler de nos projets artistiques ensemble. Puis après ça, bien, c'est ça, on se met à l'œuvre sur notre travail individuel. Ça n'empêche pas que entre nous, on peut se voir et dire un petit peu « j'aime ce que tu fais ». Si quelqu'un te pose une question, on peut peut-être oser dire comment on pourrait voir la chose, mais il reste qu'il faut toujours respecter l'artiste dans ce qu'il est. Est-ce que c'est possible, si jamais on est intéressé par l'art, de venir voir vos ateliers puis essayer de comprendre un peu quel travail vous faites? Les ateliers, oui, sont ouverts. Qu'il y a des personnes qui viennent nous voir, oui, on va être heureux de leur parler. Puis je vous dirais même plus, si on a le goût de venir peindre une journée, qui viennent. Peut-être que c'est des futurs membres qui, par la suite, vont dire « oui, on est bien, on aime ça, au lieu d'être chez moi tout le temps, ben je vais venir le vendredi, puis je vais venir faire des ateliers avec les artistes qui sont sur place. » Ça fait un nouveau regroupement. On a une réunion du conseil cette semaine et justement, on va faire une grande rencontre le 22 mars. On apporte chacun un repas pour 2 personnes parce qu'on va faire, comment on dit, on va mettre ensemble ce qu'on a à porte pour qu'on puisse manger ensemble et on va faire des activités interactives avec des panneaux d'affichage, des post-it, pour que les gens puissent écrire, lorsqu'ils parlent entre eux, quelles sont leurs attentes de la guilde, quel genre d'activité qu'ils aimeraient avoir, quel genre de formation qu'ils aimeraient avoir, comment ils verraient la suite du développement du corridor. Et nous, suite à ces résultats-là, bien, ça va pouvoir justement nous orienter pour répondre aux besoins de ceux qui se joignent à nous. Parce qu'il y a quand même une nouvelle clientèle qui est dans la trentaine, quarantaine. Puis le vent de renouveau que la jeunesse apporte m'est très importante. Puis c'est là-dessus, moi, je suis là pour les encourager. Est-ce qu'eux prennent la place? Est-ce qu'eux réalisent ce qu'ils veulent? Pas moi ce que je veux, mais ce qu'eux veulent. Si on veut des informations pour les activités de la Guilde artistique de Lac-Beauport ou encore vous suivre, est-ce qu'il y a un site Internet, un numéro de téléphone qu'on doit noter? Vous pouvez m'écrire à Sylvie, sylvielangevin.com. Bien, merci beaucoup, Sylvie Langevin, puis je vous souhaite un bon atelier avec les artistes qui se présenteront aujourd'hui. Merci beaucoup. Parlez-moi un peu des ateliers. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est une activité de plus pour les membres de la Guilde artistique? Oui, c'est simplement issu du souhait de se regrouper pour peindre en musique. Là, je ne sais pas si on entend la musique. Tout simplement profiter de la lumière du club nautique, puis relaxer, se faire plaisir, bref. Comment c'est arrivé que vous ayez à peindre un jour? Quand j'étais enfant, j'ai gagné des concours de dessin très jeune. À 5 ans, à 12 ans, je peignais déjà avec des artistes adultes. En fait, je peignais pas à cette époque-là, surtout je dessinais, mais j'avais des aptitudes. Puis un jour, j'ai rangé mes crayons, toutes mes choses pendant 20-25 ans. Puis dans la trentaine, j'ai redécouvert ce plaisir-là, puis je me suis dit qu'il fallait pas que j'arrête. Vous êtes nouvellement arrivé à Lac-Beauport. Vous avez donc vu l'arrivée toute récente de Corridor et vous faites partie, en fait, du projet. Oui, j'ai eu la très grande chance de pouvoir afficher dans le corridor. J'en suis très heureuse. Je trouve que c'était une très belle occasion pour moi de faire partie de ce beau projet de parc communautaire, de parc culturel, en fait. Là. Puis j'en suis fière. C'est quelque chose de fascinant parce qu'on se retrouve en groupe. On est des personnes qui travaillent toutes seules dans nos ateliers. Souvent, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de voir ce que les autres font, de monter des projets aussi. Tout le monde est sur le même niveau quand on arrive ici. On est des gens qui aimons l'art.
Si on est ici, c'est parce qu'on aime le partage aussi. On aime intégrer les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'idées, apportent du sang neuf. Alors, c'est vraiment une place pour pouvoir... en tout cas, pour les jeunes, moi, j'ai été initiée par des plus vieux. Ils m'ont pris la main puis ils m'ont aidé. Alors, je fais la même chose avec les jeunes. Le regroupement, c'est beaucoup à ce niveau-là. Comment vous trouvez la Guilde artistique? Est-ce que ça vous a permis de vous adapter plus rapidement à votre nouvelle ville? Bien, c'est sûr que moi, j'étais ravie de savoir qu'il y avait un organisme ici qui pouvait avoir des activités pour les gens qui aiment peindre ou dessiner, puis aussi pour se réunir. Puis, bien, ce qui est bien, c'est que les vendredis après-midi, l'hiver, moi, je suis libre que l'hiver, donc on peut, tu sais, ça me permet de venir ici, de sortir un peu de chez moi aussi, puis de rencontrer des nouvelles personnes, de partager... des techniques, tu sais, d'échanger un peu sur ce qu'on fait, de parler de nous. Puis je trouve que c'est vraiment une belle initiative, une belle idée. Puis en plus, on est dans un très beau cadre. Vous avez la chance, le privilège de côtoyer Mme Sylvie Langevin. Est-ce que vous trouvez qu'elle est essentielle dans un mouvement comme celui-ci? Puis est-ce que vous croyez qu'on doit trouver de la relève pour justement succéder puis trouver de bonnes idées comme elle a? Oui, bien, c'est sûr que moi, je suis nouvelle. Donc, tu sais, petit à petit, je prends conscience de ce que c'est la Guilde, puis des enjeux aussi. Mais en arrivant ici, tu sais, je connaissais rien. Je suis très contente qu'il y ait quelqu'un comme Sylvie qui ait eu ces initiatives, puis qui se démène quand même pour faire bouger les choses. Est-ce que vous vendez vos toiles? C'est possible de s'en procurer? J'ai déjà fait une petite exposition à Gaspé, qui a fait des artistes, puis j'en ai vendu, j'ai envie de dire, malgré moi, là. Mais oui, c'est quelque chose que je compte faire, pas forcément en galerie, mais peut-être sur Internet ou... Puis j'aimerais bien exposer quelque part, là, mais on va voir. Ouais. On lance votre vœu à l'univers. Merci de votre temps, puis je vous souhaite beaucoup de succès avec vos toiles. Merci beaucoup. La Guilde artistique compte de nombreux artistes et est toujours à la recherche de nouveaux. N'hésitez pas à remplir votre formulaire pour faire partie de ce beau groupe à Lac-Beauport. Aussi, sachez que pour le projet Corridor, Mme Sylvie Langevin est à la recherche de 4 auteurs qui aimeraient exposer leurs textes au Parc de la Gentillane. Vous pouvez communiquer avec elle pour avoir tous les détails par courriel. Stéphanie Tremblay débute sa carrière de bike-jogging à l'âge de 16 ans au printemps 2016. Près de 2 ans après avoir commencé à s'entraîner et à compétitionner un peu partout au Québec, elle se dirige du côté de la Pologne pour participer aux mondiaux de bike-jogging et elle termine en 5e position au classement junior féminin. Aujourd'hui, je suis au Sentier du Moulin et je m'entretiens avec elle pour en apprendre davantage sur son sport. En 2016, tu as décidé de t'initier à un nouveau sport, le ski-jogging et le bike-jogging. Qu'est-ce que c'est, ce sport? C'est un sport tracté. Dans le fond, c'est un chien qui porte un harnais de chien de traîneau et nous, l'humain en arrière, on fait le maximum pour le suivre le plus rapidement possible, donc soit en vélo ou en ski de patin. Et où est-ce que tu avais entendu parler de ce sport? J'ai commencé à en entendre parler à la Belle Bête Nutrition Animale. C'est une boutique qui se situe au Lac-Beauport. Puis il y avait des belles photos de ski-jogging puis justement de bike-jogging sur un mur. Il y avait aussi des harnais. Puis j'ai décidé de m'acheter un harnais puis un bungee pour pouvoir essayer ça. Et à partir de quel âge est-ce que les chiens peuvent commencer à courser? C'est environ 1 an qu'on recommande pour commencer vraiment à être plus sérieux dans l'entraînement et faire des courses. Mais je dirais que moi, je vais commencer à courser ma chienne en course sur des vraies distances à environ 1 an et demi. Est-ce que ça prend un dressage particulier pour que tes chiens puissent compétitionner? Bien, ça prend premièrement un apprentissage des directions. Faut qu'ils sachent aller de l'avant, faut qu'ils sachent s'arrêter, ralentir, tourner à gauche ou à droite. Donc ça prend un petit bout de temps, mais c'est vraiment rapide à apprendre. Je fais pas toujours l'entraînement, en fait, en deux. Il y a une partie qui est l'entraînement des chiens, puis l'autre partie qui est mon entraînement physique à moi. Pour ce qui est de l'entraînement des chiens, je pratique, en fait, le bike-jogging comme entraînement. Puis ce que je fais, c'est que je pédale pas. Fait que c'est vraiment les chiens qui font leurs muscles eux-mêmes. Il y a aussi les entraînements à vitesse que je pratique en lousse. Donc, un chien pas attaché qui suit soit une voiture ou un 4 roues le plus rapidement possible pendant tant de temps. Pour ce qui est de l'hiver, moi, je m'entraîne souvent en traîneau. Encore une fois, on pousse le moins possible pour laisser les chiens faire leurs muscles eux-mêmes puis travailler surtout leur will to go, là, ce qu'on appelle. Tu as eu la chance, en novembre dernier, de participer à ta première compétition mondiale en Pologne. Comment est-ce qu'on se prépare pour une course comme celle-ci?
Bien, premièrement, il y a vraiment beaucoup d'entraînement physique. C'est du cardio par-dessus cardio par-dessus cardio. Mais il y a aussi un entraînement qui est plus du niveau musculaire. Puis du côté du chien, il faut vraiment... comme c'était pas mon chien, j'ai dû créer un lien fort avec ce chien-là. Elle est venue chez moi faire un camp d'été pendant l'automne là, pour qu'on fasse notre lien ensemble. C'est pas mal ça qu'il y avait comme préparation. Il y avait aussi tout ce qui était administratif. Donc, avoir les bons papiers pour les chiens aux douanes, puisqu'il a fallu atterrir en Allemagne avec les chiens. Côté monétaire, pour se rendre en Pologne, c'est certain que c'est un certain investissement. Est-ce que tu as eu l'aide de certains commanditaires ou est-ce que tu as fait des campagnes de financement pour te rendre jusque-là? Oui, bien pour commencer, j'ai eu une grosse aide monétaire du côté de mes commanditaires. J'ai eu un commanditaire qui s'appelle PAC Produits alimentaires qui m'ont aidé pour payer le billet d'avion ainsi que l'hébergement. Sinon, on a fait une campagne de financement avec l'aide de la FQSCA. On a amassé quand même beaucoup d'argent qu'on s'est séparé à 4 personnes. Donc, ça a fait un bon coussin pour nous aider à nous rendre là-bas. Puis le reste, c'était vraiment investissement personnel. Puis j'ai eu beaucoup d'aide de mes parents là-dessus. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. C'est grâce à eux que j'ai réussi à y aller. As-tu l'intention de répéter l'expérience prochainement? C'est certain que j'aimerais ça être là au prochain championnat du monde. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais cette fois-ci, je vais être pas dans la catégorie junior, mais je vais être dans la catégorie élite femme. Donc, c'est encore un plus gros défi là, qui est devant moi. Il y a des femmes qui sont vraiment rapides avec des chiens qui sont puissants. Là. Donc, c'est un gros défi si jamais je voudrais ça les battre. Qu'est-ce qui te motive encore à ce jour de pratiquer de plus en plus, de t'entraîner pour compétitionner aux mondiaux? Bien, ce qui me motive vraiment, c'est réussir à suivre mon chien. Parce que c'est toujours assez difficile. Peu importe le chien qu'on va prendre, c'est très difficile d'avoir le même pace, de réussir à rouler assez rapidement pour les suivre. Dernier championnat du monde, j'avais un chien qui était très rapide. J'ai réussi à la suivre tout le parcours. J'ai été assez fière de ça. Mais bientôt, ma nouvelle petite chienne, elle va être assez rapide, puis peut-être même plus rapide que le chien que j'ai emprunté. Donc, il va falloir que je réussisse à la suivre elle aussi. C'est pour ça que je m'entraîne déjà à ce temps-ci de l'année pour la suivre cet été. Si les gens veulent continuer à suivre tes aventures aux mondiaux, tes aventures à certaines courses, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? J'ai une page Facebook qui s'appelle Steph and the Dogs avec un Z à la fin. C'est une page Facebook qui est dédiée vraiment à toutes mes activités avec mes chiens, soit des expéditions, des entraînements, des courses. J'ai aussi une page Instagram du même nom, là, à commercial Steph and the Dogs, que vous pouvez suivre aussi. Est-ce que tu fais partie d'un club en particulier à Québec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'entraîne? Je fais partie du club SCAQ. C'est Sport Canada Athlète Québec, en fait. Là, ils proposent des entraînements en groupe parfois. C'est des entraînements qui sont plus de type canicross. Donc, je ne participe pas vraiment aux entraînements. Il n'y a pas vraiment personne qui m'entraîne. C'est plus un entraînement qui est personnel puis planifié vraiment selon mon horaire personnel. Est-ce que tu recherches activement du financement pour de futures courses? C'est certain que je suis toujours en recherche de commanditaires, là, puis aussi, j'essaie d'apporter beaucoup de visibilité. J'ai ma veste que je porte souvent aux compétitions avec tous les noms de mes commanditaires puis leur logo. Ensuite, j'ai sur ma page Facebook, j'essaie de toujours les nommer à la fin de mes posts pour les remercier tout le temps de leur aide qui est vraiment précieuse. Là. Donc, c'est certain que je cherche toujours des commanditaires. Si jamais ils sont intéressés, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook. Là, je réponds assez rapidement habituellement. Bien, je te remercie. Je te souhaite bonne chance dans tes futurs projets, dans tes futures courses. Et on te souhaite bonne chance pour les prochains mondiaux aussi. Merci beaucoup. Vous avez vu Stéphanie évoluer depuis ses débuts. Comment est-ce que vous avez trouvé son parcours? Stéphanie, moi, je l'ai connue à cause qu'elle m'a contacté. Elle me dit hey, je suis en train de faire un projet scolaire là, par rapport au Sport Canada Athlète. J'ai besoin d'avoir de l'information. J'aimerais ça parler avec toi. Justement, elle était déjà super intéressée dès le début. Elle voulait apprendre plus, puis elle voulait évoluer plus. Puis justement, depuis que je la connais, là, elle ne fait que ça, évoluer. En 2017, Stéphanie a participé aux mondiaux. Est-ce que vous auriez pensé qu'en 2017, après près de 2 ans qu'elle a pratiqué ce sport-là, qu'elle serait en mesure de participer à une compétition de cette ampleur? Oui, à cause que quand elle a commencé, c'était déjà une fille super active. Ça l'intéressait déjà beaucoup. Elle voulait apprendre le plus rapidement possible. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche dans le sport. Si on veut, on peut. Là, si elle avait été moins crinquée à le faire, elle aurait pas, elle se serait pas rendue là, tout simplement. Là. Si Stéphanie continue à être autant motivée qu'elle l'est présentement, êtes-vous optimiste qu'elle pourrait remporter plus que la 5e position lors des prochains mondiaux? C'est certain. Les Sports Canada Athlète, c'est vraiment l'équipe qu'on fait avec notre chien. Fait que, oui, elle est crinquée, mais elle apprend de plus en plus comment crinquer son chien, comment travailler en équipe avec elle. Fait que c'est sûr que la 5e position, elle peut faire mieux dans le futur. C'est certain avec toutes les connaissances qu'elle va développer d'ici là. Est-ce que ça prend un chien en particulier pour pouvoir pratiquer ce sport?
La plupart des chiens qui sont actifs vont vouloir puis vont pouvoir faire ce sport-là. Fait que l'important, c'est vraiment d'avoir un chien qui est en bonne santé. On voit autant des chiens de 10-12 livres que des chiens de quasiment 100 livres là, qui vont faire ce sport-là. Fait que c'est vraiment de pouvoir travailler en équipe avec son chien. La plupart des gens vont prendre le chien qu'ils ont à la maison, puis ils vont faire ces sports-là. Dans mon cas, c'est l'inverse un peu. Je me suis mis à avoir plusieurs chiens justement pour pouvoir mieux pratiquer ces sports-là. Justement, pour être en mesure de pratiquer le ski joring, le bike joring, il faut d'abord faire du sport canin attelé, de la course. Oui. Bien, dans le fond, avant d'atteler son chien, il faut savoir faire le sport comme du monde. Fait que si on veut faire du canicross, il faut savoir courir sans se blesser. Si on veut faire du ski joring, il faut apprendre à faire du ski avant. Fait que c'est vraiment obligatoire, là, parce que sinon, si on s'attelle à notre chien la première fois en ski de fond, puis on n'a jamais eu des skis de fond dans les pieds, premièrement, on va tomber sur le dos. Puis deuxièmement, on ne sera pas capable d'aider notre chien, on ne sera pas capable de faire équipe avec lui, là. Fait que c'est vraiment la priorité, apprendre à bien faire le sport, puis après ça, travailler en équipe avec son chien. Si les gens veulent s'inscrire au sport canin attelé, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? La façon la plus simple, c'est d'aller sur le site internet scaquebec.com pour le club régional de la région de Québec, mais aussi sinon la Fédération québécoise des sports canin attelés, fait que c'est fqsca.com. Là. Le ski joring et le bike joring comptent plus d'une centaine d'adeptes un peu partout au Québec, dont Stéphanie Tremblay. C'est avec conviction qu'elle nous assure qu'elle participera aux prochains mondiaux en 2019. D'ici là, si vous avez envie de suivre son aventure, rendez-vous sur sa page Facebook. Merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet ou encore notre page Facebook pour regarder l'émission à nouveau. Aussi, il est possible pour vous de vous rendre sur la plateforme CCAP Go pour toutes les émissions de la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.